Je vous souhaite la bienvenue. Donc, la prochaine session portera justement sur l'importance de l'innovation dans l'expérience client, avec des sujets tels que l'amélioration de la connaissance client, la personnalisation de la relation client omnicanal, l'intégration des solutions innovantes pour améliorer l'expérience client. Mais pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur South Marketing de Zendesk, qui sera aussi l'animateur de cette table ronde. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Shams et Jaouni. Bonjour Shams, ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Très très bien. Bah, écoutez, Shams, peut-être Zendesk, ce serait intéressant de nous dire ce que vous y faites. Je vais peut-être juste faire un test dans la salle pour savoir qui connaît Zendesk, si vous pouvez lever la main. Pas que les écrans d'ailleurs. Ok, super. Donc il y a pas mal de gens qui nous connaissent. Rapidement, en une ou deux phrases, Zendesk aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'améliorer l'expérience client pour les marques et les retailers. Comment on le fait? Très simplement, on a une plateforme unique qui va permettre de centraliser et d'harmoniser tous les points de contact et tous les canaux d'un service client en une seule et même plateforme. L'impact est triple. Premièrement, pour les agents qui sont derrière cette plateforme et qui répondent à toutes les requêtes clients pour pouvoir centraliser toutes les demandes et pouvoir répondre de manière très fluide aux clients. Le deuxième impact est au niveau des managers. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Ce que vous avez probablement vécu ou que vous vivez au quotidien, c'est la multitude, on va dire, d'outils qui ne vous permettent pas de tout centraliser. Donc l'objectif, c'est là de tout centraliser, tous vos points de contact pour améliorer votre expérience au quotidien et d'avoir un impact positif sur l'optimisation et vos KPI. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier un peu le centre qui est le client qui fait ces demandes-là. L'objectif, c'est pouvoir lui communiquer les bonnes informations au bon moment pour qu'il puisse, améliorer cette expérience. Juste peut-être avant de lancer la table ronde, je voudrais partager avec vous 3 points importants. Donc, le premier, c'est on a mené une étude dernièrement avec un de nos partenaires qui est Dimensional Research au niveau international. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, je pense qu'on a tous été dans cette situation aussi, en fait, 63% des répondants déclarent changer de canal s'ils n'ont pas de réponse au premier canal par lequel ils sont passés. Donc clairement, on peut penser à tous les canaux possibles. Vous pouvez envoyer peut-être un mail. Au bout d'une heure, si vous n'avez pas de réponse, vous passez sur un deuxième canal pour pouvoir avoir votre réponse. Qu'est-ce qui se passe? L'effet est direct. Ça a un impact très négatif sur la CSAT, donc la Customer Satisfaction. Ça aussi, on l'a remarqué dernièrement, depuis quelques années, la CSAT dans le monde, elle se dégrade, et encore plus en France. Les plus mauvaises langues diront parce qu'on est râleur, mais le résultat est là. Donc on a en fait aujourd'hui, depuis 3-4 ans, une dégradation de cette CSAT. D'où l'importance de l'innovation. Donc comment innover dans la relation client? C'est aujourd'hui devenu vraiment un point très important et un challenge, je dirais même pour les marques. C'est comment apporter cette innovation-là et comment on va dire rester, avoir une expérience client qui soit le plus fluide possible en intégrant quelques points de contact. Voilà. En France, je finirai par ça. Je sais que ça s'impatiente à côté. Nous, on apporte chez Zendesk cette innovation pour ceux qui connaissent la station F. Donc aujourd'hui, on a un programme d'incubation de start-up. Donc 10 start-up françaises, des pupilles, on va dire, qui se sont lancées, dont DJ Enjoy qui va nous rejoindre tout à l'heure, Alexis, qui fait partie de ce programme d'incubation qui est autour de l'innovation dans l'expérience client. Voilà, donc sans plus attendre, j'appelle sur scène Alexis, Alan et Joy pour lancer le débat. Veuillez les applaudir. Allez-y. Bonjour à tous les trois. Ravi de vous avoir à cette table ronde. Peut-être juste pour redonner le contexte, on a fait une introduction. Si vous pouvez peut-être présenter un peu votre business. Je vais commencer par toi, Joy, pour te présenter un peu ce que vous faites chez Birchbox. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je travaille chez Birchbox. Birchbox, qu'est-ce que c'est? C'est un e-commerçant de produits de beauté qui a la particularité d'avoir été le pionnier dans le marché des box en France. On compte 1 million d'abonnés dans le monde.
Et on livre du coup nos box dans 6 pays différents, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Espagne et la Belgique. Et au milieu de ces 1 million d'abonnés, ce sont 210 000 box que j'expédie tous les mois à nos clientes. Et Birchbox, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le constat en fait est né il y a 8 ans que l'achat d'un produit de beauté sur Internet était compliqué. Et donc on fait précéder cet achat par un test. Et donc nos abonnés à Birchbox reçoivent tous les mois dans leur boîte aux lettres une box avec 5 miniatures de produits de beauté à l'intérieur, personnalisées en fonction de leur profil et de leur goût, qui leur permettent d'essayer ces produits tranquillement à la maison et découvrir des nouvelles marques, des nouveaux produits. Et leurs nouveaux produits coup de cœur, elles peuvent les acheter sur notre site internet en un clic en format vente. Et moi, du coup, au milieu de tout cet écosystème, je m'occupe des opérations, donc la mise en paquet et l'expédition des 210 000 box tous les mois et des 28 000 commandes passées sur notre e-shop. J'ai aussi un pôle data opération qui a pour mission principale de garantir la meilleure personnalisation des box possible. Et enfin, je chapeaute depuis 3 mois le service après-vente en plus de toutes ces missions. Donc un territoire assez large qui s'agrandit au fur et à mesure. Un territoire qui est assez large, en tout cas votre champ d'action. Exactement, Okay. Ouais, des missions qui sont très transverses, qui se correspondent énormément, mais qui sont de plus en plus intéressantes au fur et à mesure. Super. Merci Joy. Merci. Je me tourne vers toi Alan. Bonjour. Bonjour. Le groupe Board Riders, peut-être que pas tout le monde connaît, mais les marques du groupe Board Riders, je pense que la plupart d'entre vous en connaissent au moins une. Donc Quicksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, Element. Il y a une dizaine de marques au sein du groupe, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est le plus grand groupe d'action sport au monde. Et de mon côté, je suis en charge de toute la partie omni, channel et digital côté IT pour toutes les marques et pour toutes les régions du groupe. Merci Alan. Je me tourne vers Alexis. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Garcia et je suis le cofondateur de Did You Enjoy, une plateforme de collecte de feedback qui permet de diffuser la voix du client au sein de l'entreprise. Merci Alexis. Vous avez tous les trois parlé d'expérience client. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que pour Birchbox, tout comme Boardrider, ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est né ce projet d'expérience client et d'amélioration au quotidien? Je commence moi. Du coup, voilà, l'expérience client, c'est la magie même du concept de Birchbox. Être abonné chez Birchbox aujourd'hui, c'est garantir une expérience de dingue. Parce que du coup, c'est avoir la promesse d'avoir quelqu'un en face qui connaît nos goûts, les produits qu'on a envie de découvrir, les nouvelles marques qu'on a envie de découvrir, et qui crée du coup 12 rendez-vous dans l'année où cette découverte est palpable et où l'expérience est fantastique. Réussir cette expérience-là, ça fait partie de notre ADN parce que du coup, chaque abonné, si son expérience est la plus fantastique possible, devient une véritable ambassadrice de notre marque. Et qui dit ambassadrice dit qu'elle va parler du concept Birchbox à ses amis, à sa mère, à ses collègues de boulot, et qu'on réussit à créer une fantastique communauté d'abonnés qui est extrêmement active sur les réseaux sociaux, qui like, qui commande tout ce qu'on fait, qui nous suit au quotidien. Et du coup, on va se nourrir de toute cette communauté, de leur feedback en temps réel sur les produits, les nouveaux mécanismes qu'on teste, pour du coup avoir une approche très customer-centrique qui place le client au cœur de notre business. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui en grande partie notre ADN. On a réussi à évoluer depuis 8 ans en prenant en compte toutes les remarques de nos clientes. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui on a expédié notre 100e box en septembre et qu'on a un plus grand nombre d'abonnés chaque mois et qu'on a atteint 210 000 abonnés en septembre, qui est un chiffre record pour nous. Super, félicitations. En parlant de Boardrider, un peu plus d'historique d'entreprise. On va dire que je pense que l'expérience client chez Boardriders, elle existe au sein de nos marques bien avant qu'on l'appelle expérience client, parce que plus que des vêtements, en fait, on vend un mode de vie, un lifestyle, comme on dit dans notre monde. Et du coup, ça a toujours fait partie de l'entreprise. Et ces dernières années, on va dire que la technologie a été là pour aider justement à pousser afin qu'on soit de plus en plus focus justement sur nos clients. Et culturellement, au sein de l'entreprise, on a toujours eu cette appétence pour toutes les nouvelles technos. Et on a toujours été hyper friands justement de tester des nouvelles choses, de voir ce qui se faisait sur le marché. Et je pense qu'on a toujours été un peu, enfin, dans le monde du retail du moins, assez à la pointe au niveau des nouveaux outils disponibles sur le marché.
D'accord, merci beaucoup. Je me retourne vers Alexis, peut-être la jeune pousse de la table, mais avec beaucoup d'expérience et d'expertise. Comment vous voyez l'expérience client de votre côté? Moi, c'est simple. Quand j'explique aux gens ou à mes amis ce que je fais, donc des enquêtes de satisfaction, la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, mais moi, je réponds jamais, c'est trop long, c'est trop compliqué ». Donc, on a un véritable enjeu chez Did You Enjoy, nous, pour améliorer l'expérience client quand le client de nos clients vont répondre à un questionnaire. Donc ça, c'est fondamental. Et pour ça, en fait, on s'appuie sur trois piliers, 3 points qui sont très importants, qui sont la méthodologie, le timing et le design. Donc le design, c'est quoi? C'est le design du questionnaire. Évidemment, il faut que le design donne envie de répondre au client, parce que si le client ne répond pas au questionnaire, la société n'a pas de feedback et donc elle ne peut pas améliorer son expérience client. Donc premier point, design. Il faut que ce soit beau, il faut que ça donne envie de répondre. Ensuite, c'est le timing. Donc le timing, c'est envoyer le bon questionnaire au bon moment et par le bon canal. Par exemple, si vous voulez récupérer des feedbacks ou des insights sur la qualité de votre e-shop et l'ergonomie de votre site internet, vous allez plutôt intégrer un questionnaire à la fin du parcours d'achat sous la forme d'une pop-in. Si c'est après un passage en magasin, ça va être par email. Si c'est après un contact au service client, ça va être plutôt par SMS ou par WhatsApp, Facebook Messenger. Donc c'est trouver le bon canal, le bon timing. Et enfin, il y a un point très important qu'on oublie souvent, c'est la méthodologie. Faire un bon questionnaire de satisfaction, ça fait souvent sourire, mais c'est une science. Il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Par exemple, il faut éviter d'être trop long, parce que les gens n'aiment pas répondre aux questionnaires qui sont longs. Le taux de retour des questionnaires de plus de 10 questions est passé de 11% à 2% en l'espace de 10 ans. Donc il faut des questions courtes. Il faut éviter, par exemple, des branchements conditionnels, parce que ça crée des biais de sélection dans l'analyse des données. Il faut éviter les listes déroulantes, parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble de l'expérience d'un client avec des listes déroulantes. Donc il faut rajouter un autre qui est inanalysable. Donc voilà, il y a tout un tas de pratiques qu'il faut bien suivre pour délivrer la meilleure expérience lorsqu'on envoie un questionnaire et pour avoir un maximum de retours pour les analyser et pour améliorer l'expérience d'un client. Merci Alexis. Ce qui m'amène vers la prochaine question qui est, justement, il y a des choses qui sont simples qu'on peut appliquer assez rapidement. Il y a des choses qu'on fait historiquement, on l'a vu tout à l'heure avec Boardrider. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, Joy, chez Birchbox? Comment vous apportez justement cette innovation pour avoir optimisé votre expérience client? Notre innovation, elle est, si on repart du constat simple qui est une cliente reçoit une box tous les mois, et en général les produits qu'elle a dans cette box c'est censé être une surprise, il faut qu'à chaque fois ce soit une bonne surprise. Et donc l'innovation, elle doit être à plein d'étapes du parcours. Elle doit être premièrement, quand la cliente s'abonne chez nous, il faut qu'elle ait un parcours UX le plus simplifié possible, qu'elle comprenne facilement comment s'abonner, se désabonner, suspendre son abonnement. Et aussi qu'une cliente qui ne soit pas abonnée chez Birchbox à la box puis acheter un produit de beauté format normal sur notre site, comme elle le ferait chez un autre e-commerçant classique. Ensuite, il y a au moment T, au moment où la cliente va recevoir sa box dans sa boîte aux lettres, il faut que là, ce soit waouh. Il faut qu'on soit innovant dans la découverte de nouveaux produits, de nouvelles marques. Et donc, notre équipe commerciale travaille beaucoup pour dénicher les nouvelles tendances sur chacun de ces pays-là. Il faut qu'on soit innovant sur la personnalisation, que du coup la box soit la plus adaptée à son profil, et aussi dans l'émotion. On va toujours chercher à faire en sorte que la box suscite chez notre cliente une émotion particulière, parce que le design de celle-ci est dans l'air du temps, parce qu'on a un petit cadeau particulier pour nos abonnés les plus fidèles. Et enfin, l'innovation, elle passe aussi dans le service après-vente. Quand une cliente, malheureusement, elle a une expérience qui n'est pas assez efficace chez nous, il faut qu'elle puisse nous contacter par les moyens de communication qu'elle attend aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Birchbox, malheureusement, a seulement 2 moyens de canaux de communication qui sont le mail et le téléphone. Je suis la première convaincue qu'on est un petit peu en retard là-dessus et qu'il faut qu'on rattrape le train en marche. Mais c'est ça l'innovation chez Birchbox. C'est moi me donner le challenge que d'ici les prochains mois, je puisse du coup aller accéder à des réclamations entrantes de mes clientes sur WhatsApp, sur WeChat, sur Messenger, et avoir du coup toujours un délai de réponse le plus rapide, parce que c'est l'évolution en fait de l'attente de nos consommatrices aujourd'hui, et c'est ce que tu disais dans ton introduction. Merci Joy. Je me tourne vers toi Alan. Je pense que vous avez aussi une problématique qui est un peu plus large. Vous êtes sur de l'omnichannel, contrairement à Joy avec Birchbox, ils y arrivent. Mais je pense que vous avez déployé un peu plus d'outils et de canaux de communication avec vos clients. Oui, en fait, on a toujours eu cette problématique qui est aussi la force de notre groupe, c'est qu'on évolue dans un univers multimarque, donc avec des magasins multimarques.
qui, contrairement à des sites monomarques, c'est toujours plus compliqué à traiter. C'est pour que nos clients se sentent en fait plongés dans un univers de marque en étant dans un contexte multimarque. Ça a toujours été un peu problématique. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que si on voulait proposer un parcours client seamless, comme on dit, il fallait d'abord commencer par proposer à nos vendeurs, à nos agents du service client, en fait, des outils qui étaient pour eux seamless, parce que si on ne commençait pas par eux, c'était impossible que eux discutent et aident nos clients justement à faire le chemin de l'e-commerce au retail, de retail à l'e-commerce. Donc le gros focus qu'on a fait ces dernières années, c'est de se dire nos points de vente, surtout en Europe, on a un footprint qui est assez important. Donc on s'est dit, essayons de driver via diverses initiatives le maximum de personnes en magasin, parce qu'on sait que bien sûr un client omnicanal est bien plus rentable qu'un client monocanal. Donc on essaye au maximum de pousser vers les magasins, mais pour ça il fallait qu'on dote justement nos vendeurs des outils adéquats afin de répondre aux clients. C'est un bon point que vous parliez du magasin. Il y a quelques années en arrière, on a prédit un peu un avenir sombre au magasin. Aujourd'hui, ce que vous avez mis en place nous dit un peu le contraire. Je pense qu'il y a d'autres beaux exemples dans le retail. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur comment en fait, vous avez remis le magasin au centre? Donc, vous l'avez abordé avec le point des vendeurs en magasin et comment en fait, vous créez ce lien avec l'e-commerce. En fait, c'est sûr que le retail, c'est toujours compliqué au quotidien. Il faut se battre, il faut jamais rien lâcher parce que sinon les clients s'habituent à un service proposé par d'autres groupes, d'autres marques. Donc il faut toujours être aligné, il faut être toujours dans l'innovation justement. Et nous, ces dernières années, on a tout d'abord doté tous nos vendeurs en fait, de tablettes qui leur permettent bien sûr de passer des commandes e-commerce alors que le client est en magasin, de les faire livrer en magasin, chez le client, etc. Mais aussi, ces tablettes et aussi les caisses en magasin, bien sûr, en fait, donnent une vision qu'on appelle unique ou omnicanal de nos clients, c'est-à-dire que le vendeur est capable de voir en quelques clics l'historique multimarque et omnicanal de nos clients. Donc il peut très bien l'aider dans ses achats en lui proposant quelque chose similaire à un produit qu'il a acheté, ou voir par exemple qu'il a acheté une combinaison de surf il y a 2 ans. On connaît la durée de vie d'une combinaison de surf en général, donc il peut venir proposer à nos clients un produit dont il a besoin sur ce moment précis. Au sein de ces tablettes aussi, on a mis en place justement via Zendesk un outil, une page guide, donc un FAQ dédié à nos vendeurs avec une base de connaissances. Voilà, une base de connaissances avec toutes les questions et toutes les réponses qui peuvent les aider au quotidien dans toutes ces problématiques qui sont de plus en plus complexes. Parce que quand on fait du ship to store, du click and collect, on a un problème de fidélité multimarque et omnicanal. Pour un vendeur, il est plus que vendeur en fait, il doit être expert un peu dans l'univers de la marque, de tout ce qui se fait. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé justement cette base de connaissances Zendesk avec un formulaire de contact aussi qui permet justement à nos vendeurs de faire remonter des problématiques au siège social et être, on va dire, directement connecté avec notre support, donc service client e-commerce, mais aussi avec du support IT niveau 1, 2, 3 selon la typologie des problèmes rencontrés. Et nous, ça nous permet aussi justement d'avoir du report aussi là-dessus pour voir quels sont les problèmes le plus souvent rencontrés, est-ce qu'ils sont particuliers à tel pays ou à telle région, et ça nous aide justement à améliorer au quotidien les outils qu'on met à disposition de nos vendeurs. Merci. On a parlé de la base de connaissances. Aujourd'hui, elle est nourrie comment? C'est le vendeur magasin, comment vous récupérez en fait les informations pour justement la nourrir au quotidien? Il y a nos équipes retail sur le terrain en fait qui bossent justement avec les équipes on va dire du siège social afin on a commencé ça il y a peut-être un an et demi, donc on a démarré simple, hein. Il y avait peut-être 5-6 questions parce qu'on faisait que peu de choses côté omnicanal par rapport à aujourd'hui, et au fur et à mesure la base de données s'étoffe parce qu'on a tel pays qui nous fait remonter une problématique,
qui est peut-être justement spécifique à tel pays parce qu'il y a une méthode de paiement qui n'existe qu'aux Pays-Bas ou une méthode de livraison qui n'existe. Donc vous vous appuyez sur vos vendeurs en magasin pour remonter ces feedbacks-là. Donc c'est un peu matriciel parce que vous avez parlé de la problématique internationale et aussi multimarque. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs problématiques pour une marque en particulier, dans un pays en particulier. Et en fait, ces feedbacks-là qui sont remontés par le magasin et du coup par les commerciaux vous permettent de nourrir cette base de connaissances-là. Oui, voilà. Et en fait, justement, pour rebondir sur le côté international, régional, national, en fait, ou même vraiment local, c'est en fait au sein du groupe, on utilise les mêmes outils, les mêmes plateformes pour toutes les marques, toutes les régions. Mais on les configure et on les active de façon... Vous avez une souplesse un peu sur la configuration, vous laissez un peu on va dire le libre arbitre aux régions de pouvoir configurer la plateforme telle qu'ils le souhaitent. Exactement, parce que sinon on sait que si chaque plateforme ne répond pas aux besoins des gens qui l'utilisent au quotidien, elle sera mal utilisée. Donc c'est beau d'avoir les mêmes outils partout, mais s'ils ne répondent pas aux besoins de chacune de nos employés, ils seront mal utilisés. D'accord. Joy, de votre côté, la problématique est un peu peut-être différente parce que vous êtes à l'international mais pas en multimarque. Oui, exactement. Du coup, nous, effectivement, on utilise Zendesk dans chacune de nos filiales, mais de manière extrêmement, je dirais, autonome, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, parce que la culture d'entreprise ne sont pas les mêmes, parce que nos équipes d'agents de services clients sont dédiées dans chacun des pays. En revanche, ça nous fait un outil qui est centralisé, et le point commun pour chacun de ces pays-là, c'est qu'on a réussi, du coup, avec Zendesk et nos équipes IT en interne, à vraiment intégrer toutes les informations sur l'historique de vie d'une cliente, tous les achats qu'elle a fait. Une cliente, elle peut être abonnée chez nous depuis très très longtemps, donc on doit avoir besoin de remonter potentiellement 2, 3, 4 ans en arrière, savoir quelles sont les opérations de parrainage qu'elle a fait, est-ce qu'elle a acheté dans une boutique physique, parce qu'on a une boutique physique à Paris. Et donc du coup, le gros enjeu, c'est pour... tous nos agents service client, avoir un seul outil qui est dédié, qui est Zendesk. Toutes les informations qui sont contenues dans notre ERP, dans notre back-office, sont toutes au sein de ces mêmes outils, qui fait du coup derrière un onboarding hyper rapide et du coup un traitement de toutes les réclamations, de quelques canaux qu'elles soient, facile et efficace. Okay. Merci Joy. Alexis, tout à l'heure, tu as parlé d'un peu comment, on va dire, segmenter le parcours client et arriver avec des feedbacks. Donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, en fait, comment aujourd'hui vous le faites chez Didio Enjoy. Tout à l'heure, tu parlais d'innovation et je pense que dans tout l'univers du feedback client, il y a eu énormément d'innovation au cours de ces dernières années. La première innovation, ça a été toute la partie close the loop, fermer la boucle. C'est-à-dire qu'avant, il y a 10 ans, on envoyait un questionnaire de satisfaction, on n'avait pas de réponse, on sait que les données étaient analysées, mais il n'y avait pas de retour, on n'essayait pas de réengager le client. Aujourd'hui, on allait beaucoup plus loin, puisque quand on achète maintenant en magasin et qu'on accompagne des retailers dans ces démarches-là, une alerte, dès qu'un client est satisfait, est envoyée au directeur du magasin pour qu'il puisse appeler directement le client, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour essayer de le récupérer. Donc ça, déjà, c'est une innovation, en termes d'expérience client aussi. Ensuite, pareil, sur la partie e-commerce, vous achetez en ligne, vous répondez au questionnaire de satisfaction, vous voyez que votre colis est arrivé dans un mauvais état, vous répondez à l'enquête en disant que vous n'êtes pas satisfait. Là, ticket envoyé dans Zendesk, le service client prend en charge le client, essaye, donc voilà, résout son problème, lui offre un coupon de réduction. Donc déjà, grosse innovation sur la partie close de l'eau. Ensuite, l'autre innovation, et ça tout le monde en parle, c'est la partie diffusion de la voix du client. Donc ça, les gens en parlent, mais ne le font pas forcément très bien. Diffusion de la voix du client, c'est pas simplement envoyer un fichier Excel avec les données, les résultats à chaque département, et voilà, on ouvre le fichier Excel et finalement, il n'est jamais ouvert. Diffuser la voix du client, c'est avant tout avoir les bons outils. C'est-à-dire que c'est être capable en fait de faire de l'analyse sémantique sur la question ouverte et dire ce client me parle de livraison, il me parle de colis. Donc tout ça est lié au champ lexical de la logistique, j'envoie les datas à l'équipe logistique. Quand ça parle de magasins, de temps d'attente, de caisse, j'envoie l'équipe retail. Quand ça parle de lenteur de plateforme, d'ergonomie, on envoie ça à la DSI, aux équipes techniques. Et donc c'est ça, diffuser la voix du client. Évidemment, il faut le faire de façon intelligente. Il ne faut pas noyer les collaborateurs avec trop d'informations, mais il faut trouver le bon format pour envoyer une fois toutes les semaines les informations contenues dans ce fameux champ ouvert pour diffuser la voix du client. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque ça permet de générer de l'engagement.
Et d'ailleurs, là-dessus, moi, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés ici qui font des enquêtes de satisfaction et je vous invite à faire un test vendredi après-midi avant de partir en week-end. Écrivez un email à tous les collaborateurs de votre société. Vous prenez les 20 feedbacks les plus positifs que vous avez reçus au cours des dernières semaines, des feedbacks assez longs, et vous les envoyez à tout le monde. Et vous allez voir l'effet que ça fait. C'est ça, diffuser la voix du client. Merci. Ça me fait rebondir sur un point. Tu as beaucoup parlé de feedback et d'avis client. Donc je sais que chez Birchbox, vous avez de très 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 gros volumes d'avis et de feedback. Comment aujourd'hui vous les traitez? Comment justement par rapport à ce que disait Alexis, vous apportez cette innovation et comment en fait ces avis sont diffusés en interne pour justement être en continuelle, on va dire, amélioration de l'expérience client? Oui, tu l'as très bien dit, on a énormément d'abonnés qui veulent tout exprimer leur point de vue sur notre produit. Donc on avait énormément de feedback qui nous remontaient via Zendesk, qui on ne trouvait pas le moyen smart, effectivement, d'exploiter tout ça et d'en tirer les bonnes conclusions. Donc l'innovation, on l'a eu donc, via Alexis et via Did You Enjoy. Donc depuis mi-juin, on a intégré des questionnaires satisfaction à Did You Enjoy à 3 étapes clés de notre parcours, qui sont un premier envoi d'un questionnaire satisfaction post-achat, donc directement intégré à notre site internet, un deuxième envoi de questionnaire de satisfaction post-livraison de notre box ou d'une commande e-shop, et un troisième questionnaire de satisfaction post-contact avec notre service client. Et là, du coup, c'est fantastique parce qu'on a effectivement énormément de remontées qui nous arrivent. On a des KPI mesurables, donc on va parler du NPS tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais on a surtout du coup des feedbacks qui sont à des moments clés, et comme disait Alexis, moi je les reroute vers les bonnes personnes de l'entreprise. Tous les feedbacks aujourd'hui liés à l'expérience UX sont envoyés par mail à notre product manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous embarquez avec vous toute la structure et les départements de chez Birchbox pour pouvoir utiliser, on va dire, ces avis clients. Tout le monde peut avoir accès à la plateforme Did You Enjoy pour voir les feedbacks. Et chose encore très rigolote et factuelle, ce matin j'arrive au travail et j'avais 2 personnes de notre équipe dev qui débattaient sur un feedback laissé par une cliente donc hier soir, qui avait fait un commentaire structurant sur la manière dont était structuré notre catalogue de produits. Et du coup le débat était, est-ce qu'on laisse de cette manière-là ou est-ce qu'on prend en compte le feedback de la cliente? Donc toute personne dans l'entreprise aujourd'hui est vraiment, je dirais, confronté et prend en compte ces feedbacks. Les feedbacks sur l'enquête liée à l'enquête satisfaction livraison sont directement envoyés à notre responsable logistique qui prend en compte ces éléments-là. Et les feedbacks remontés par notre enquête post-contact SAV sont envoyés à nos agents de niveau 3 et bien évidemment à moi aussi. Et depuis juin, on a mis en place 2-3 hotfix et on a réussi à prioriser d'autres projets un peu plus structurants dans la roadmap, qui sont vraiment, je dirais, pondérés par le nombre de feedbacks clients qu'on a eu à ce sujet, qu'on n'avait pas forcément réussi à prioriser juste avant, mais là, la preuve en est, c'est un vrai problème pour chacune de nos clientes, et du coup, on sait qu'il faut qu'on s'y attelle. Je me tourne vers toi, Alan. Tout à l'heure, tu as parlé de produits techniques. C'est un peu l'ADN de la société. Donc, je présume que les avis et les feedbacks clients sont très importants chez vous. Est-ce que vous êtes dans la même logique que Birchbox pour leur utilisation et l'exploitation par la suite par les différents départements? Oui, en fait, tous les questionnaires envoyés à nos clients, je vais peut-être commencer par dire quels sont les questionnaires. Donc on a des questionnaires qui sont envoyés post-achat à nos clients retail, post-achat e-commerce et post-livraison e-commerce. Donc avec tous ces avis, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu disais, on essaie de regrouper tous les avis qui sont liés vraiment à nos produits. Ceux-là, on les envoie, on va dire, de façon plus ou moins manuelle à nos équipes produits, que ce soit des produits techniques snowboard, des produits combinaisons de surf, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué à automatiser parce que vraiment, on a beaucoup de segmentation de produits avec beaucoup de personnes différentes qui travaillent dans les équipes produits. Mais ça, on leur fait remonter. Et après, de façon un peu plus automatique, en fait, des tickets Zendesk sont créés et pour ce qu'on appelle des tracteurs, en fait, ces personnes-là sont contactées par nos agents de notre service client afin de répondre à des problématiques diverses. Mais on essaye quand même toujours de fermer la boucle afin de ne pas laisser des avis mauvais ou bons, mais juste... Donc vous avez mis en place
des règles, on va dire, de comment traiter les avis et qui sont reroutés selon peut-être une typologie d'agents différente, peut-être une expertise, si je peux dire ça, enfin, ça de cette manière-là par rapport au traitement de la demande ou la requête client. Oui, voilà. En fait, ce n'est pas tous nos agents qui traitent ces types de tickets-là. On va dire que c'est ceux qui sont là depuis plus longtemps ou les plus experts dans les différents domaines. Mais on essaye vraiment de faire ce close the loop avec tous les tickets qui sont créés et afin de répondre à nos clients. Et peut-être une chose aussi qui est intéressante, c'est tous ces avis, ils ne restent pas dans Did You Enjoy en fait. Nous, on arrive, vu que la plateforme est capable d'exporter via API ou via différents moyens ces avis-là, on les réintègre dans notre base de données CRM et on les utilise justement pour faire des ciblages sur notre clientèle aussi, en se basant sur les avis qu'ils ont laissés, sur le score qu'ils ont laissé, etc. Donc ça aide derrière à améliorer nos sites, notre expérience client en magasin, et ça nous aide aussi à mieux cibler nos clients par rapport à des campagnes marketing qu'on envoie. C'est intéressant que tu parles de campagne marketing parce que je me rappelle que quand on s'était eu la première fois, on avait parlé de ce sujet-là. Est-ce que apporte aujourd'hui le service client et l'expérience client? J'aimerais bien que tu partages l'anecdote sur les demandes de stickers que vous avez dans le monde. Si tu peux développer un peu plus sur ce point-là. Et comment en fait c'est devenu aujourd'hui un objet marketing avec un coût au lead qui est le plus bas aujourd'hui que vous observez dans le monde. Oui, en fait, étonnamment, pour les gens qui sont pas dans notre milieu, on va dire, mais on a une énorme demande de stickers à notre service client. Donc, les gens appellent. On parle bien d'autocollants avec les Quicksilver, Oxy ou autres. Exactement. Donc, depuis toujours, on a toujours cette demande-là de nos clients. Donc, on s'est posé la question de se dire comment on peut répondre à cette demande-là tout en automatisant au maximum parce que nos agents étaient vraiment débordés. Du coup, on a mis en place un formulaire sur nos sites qui permet aux gens de laisser leurs coordonnées, d'être opt-in justement de la marque sur laquelle ils se trouvent et tout ça en fait déclenche un envoi automatique d'une espèce de carte postale avec des autocollants dessus. Du coup, voilà, comme tu disais, le coût d'acquisition est très petit par rapport au nombre de demandes qu'on reçoit en plus. Et tout ça permet d'être historisé dans Zendesk, tout ça redescend dans notre CRM et ça nous permet encore une fois d'avoir une vision du client pour nos agents et de recibler aussi d'un point de vue marketing avec de futures campagnes parce qu'on sait que c'est des gens qui nous demandaient des stickers la semaine avant ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, surtout que vous avez la connaissance de savoir, vu que vous avez cette problématique multimarque, de savoir sur quelles sont les marques qui sont demandées pour les stickers. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial dans cette approche-là, ou en tout cas cette demande client, c'est que vous récupérez un lead clean, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire que la personne ne peut pas vous donner de fausses informations parce qu'elle doit se faire livrer le sticker chez elle. Donc, on va dire, vous nettoyez ou vous intégrez de nouveaux leads ou de nouveaux contacts dans votre base de données, mais qui sont toute la ligne du contact est vraiment très très clean. Exactement. Tout à l'heure, Joy, tu as parlé du NPS, ouais. Donc on y vient. On a un peu parlé de la CSAT en introduction. Je pense que le NPS est un indicateur qui est clé pour vos deux business. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment vous l'analysez, comment vous l'optimisez? Alors déjà, le NPS, on le récolte que depuis très récemment, donc depuis 3 mois qu'on a mis en place l'enquête de satisfaction Did You Enjoy, parce qu'on ne le mesurait pas du coup sur les différentes étapes clés de ce parcours. Donc on est déjà, dans un premier temps, ravis de voir que notre NPS est au-dessus de la moyenne du marché par rapport au benchmark qu'Alexis nous a partagé, et je pense qu'il reviendra là-dessus derrière. Donc c'est déjà un très bon point. Et ensuite, donc, on prend le temps, au vu des 3 mois qui viennent juste de s'écouler, de comprendre en fait les marges de progression qui nous restent à atteindre pour aller améliorer les quelques cas, les quelques cibles de clients sur lesquels le NPS qu'elle nous donne n'est pas bon pour aller mettre en place les actions en face. Je pense que le plus important, c'est de dire aujourd'hui qu'on arrive à mettre un nombre sur cet indicateur-là qui est important dans le monde du retail et du e-commerce et que grâce au feedback de nos clientes, on va réussir à l'augmenter petit à petit. D'accord. Alan, je pense qu'il y a un indicateur que vous regardez aussi, c'est pas le seul. Ouais,
aujourd'hui, donc côté retail, le NPS, en fait, il est partagé donc avec tous les vendeurs, tous les area managers, country managers, et il est envoyé toutes les semaines en fait, en même temps que d'autres KPIs qui peuvent être le nombre de clients fidèles qui ont été enrôlés dans la semaine, ce genre de choses-là. Donc toutes ces différentes KPIs, au final, elles font partie des KPIs qui sont prises en compte pour les calculs des bonus de nos vendeurs en magasin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir vous avez intégré la notion de bonus pour les vendeurs en vous basant sur le NPS. En fait, on va dire que voilà, le NPS fait partie des KPIs. C'est un des KPIs pour nos vendeurs. Comme il y a le target de la journée, bien sûr, mais il y a aussi le nombre de clients fidèles et le NPS. Donc, on a bien vu qu'au début, c'était peut-être compliqué à comprendre en magasin, mais au fur et à mesure, on voit que ça porte ses fruits, en fait. Je fais appel à l'expert du NPS de la table. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ce que tu vois sur le marché, sur le benchmark? On parle beaucoup de retail. Alors déjà sur ces chiffres, donc sur du NPS, donc et du NPS transactionnel post-retail, donc 73 pour Boardrider et sur l'eShop 57 pour Birchbox. Donc déjà ce sont des chiffres qui sont excellents. C'est des chiffres excellents. Ensuite, il ne faut pas... Juste, Alexis, je me permets de... Tu dis qu'ils sont excellents par rapport à quoi exactement? Justement. Ah oui, d'accord. J'y viens. Donc, en fait, ils sont excellents, mais il ne faut pas se formaliser sur ces chiffres. C'est-à-dire que si vous avez moins ou si voilà, vous êtes même négatif, ce n'est pas le score qui est important. Le plus important, c'est l'évolution de ce NPS. Quand on a commencé à travailler ensemble, il y a 1 an et demi, Boardrider, sur le post-retail, était à 62. Aujourd'hui, 73, donc plus 11 points. Donc 11 points de NPS. Aujourd'hui, on est capable de le quantifier. Ça peut représenter plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Birchbox, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Pareil, on est passé de 54 à 57, donc 3 points. Donc déjà, ce qui est fondamental, c'est de voir l'évolution. Tu disais tout à l'heure que le NPS avait baissé. Globalement, c'était la tendance. Et là, on voit déjà, quand on met en place, quand on a la bonne organisation, quand on a les bons outils, le NPS augmente. Donc les performances de l'entreprise augmentent. Ensuite, pour répondre à ta question, évidemment, le but de NPS, c'est de voir l'évolution, mais aussi de pouvoir se comparer aux moyennes du marché. Et donc, si on prend, par exemple, la moyenne sur le retail, on est autour de 39. On peut se comparer, par exemple, à un Adidas, qui est considéré comme un champion du NPS, qui est autour de 49. Et sur la partie e-commerce, on va être un peu plus bas, on va être autour de 30. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que ces 2 NPS sont très bons. Ok, merci beaucoup. Effectivement, on a parlé de CISA tout à l'heure, on a parlé d'NPS. Je présume que ce n'est pas les seuls indicateurs aujourd'hui que vous regardez au quotidien en tant que co-manager et que vous partagez avec vos équipes. Oui, c'est sûr. Alors, le NPS est important, mais il y a plein d'autres choses qui sont plus difficilement mesurables parce que ça demande plus de travail humain afin de justement aller vérifier comment ça se passe en magasin, comment ça se passe pour nos clients en e-commerce. Et en fait, ce qu'on a remarqué, nous, ces dernières années, et qui est dur à mesurer, mais qui est important quand même, c'est de se dire que notre service client e-commerce, en fait, c'est plus un service client e-commerce, c'est un service client omnichannel, parce que nos clients ont un parcours qui est tantôt retail, tantôt e-commerce. Donc on se devait en fait de répondre à des problématiques retail, même si à la base c'est d'un point de vue, on va dire RH, c'est un service client e-commerce, mais les demandes, elles arrivent là, elles tombent là, donc il fallait répondre à nos clients. Du coup, on a essayé de mesurer justement au niveau des canaux de contact de nos clients, l'évolution sur ces 3 dernières années, depuis qu'on a mis en place Zendesk. C'était de voir justement, il y a 3 ans, on était sur une grosse partie en téléphone. On a réussi à faire une grosse bascule sur ces dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 70% en API, donc ça veut dire que on va dire, nos formulaires de contact, les applis mobiles, etc. Et plus que 11 ou 12% en phone. Donc ça veut dire que les demandes, quand elles arrivent, elles sont en général plus qualifiées. Quand il y a eu un petit tunnel de contact en fait, qui a été mis en place, et ça permet à nos agents de traiter les choses plus rapidement.
et aussi de driver certaines demandes directement au magasin quand elles sont vraiment liées à quelque chose qui s'est passé dans un magasin en particulier. Donc ça permet d'avoir toute cette historique et de donner toutes ces informations aux vendeurs en magasin afin de rediriger potentiellement l'acheteur ou le client dans ce magasin-là si ils sont capables de résoudre son problème plus rapidement et avec contact humain. D'accord. Tu as beaucoup parlé d'omnicanal, de plusieurs canaux qui ont été intégrés. Comment vous avez vécu l'intégration de ces canaux au fur et à mesure? Est-ce que ça a été fait d'un bloc? La voix était importante pour vous, à savoir toute la partie téléphonie. Mais tu disais aussi que vous avez un peu changé le scope naturellement pour évoluer vers d'autres canaux. Ouais, en fait, on a démarré avec le téléphone, le canal email au tout début. C'était le plus facile et le plus rapide à mettre en place pour nous. Et le canal email, on l'a tout doucement basculé sur de l'API. Après, on a ajouté du chat aussi. Et là, on a ajouté depuis quelques semaines aussi du social. Vous avez remarqué que c'était des demandes, on va dire, clients, ou c'est vraiment une des tendances que vous avez vues au service? En fait, on va dire que c'est un peu les deux. Il y a une partie, c'était vraiment les clients qui, en fait, des fois, mais ils n'ont plus envie d'appeler parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont en train de faire une chose à la fois, donc ils n'ont qu'une envie, c'est faire un petit message et avoir une réponse dans les quelques minutes qui suivent. Et aussi, nous, on essayait d'optimiser en fait donc la charge de nos agents afin qu'ils puissent répondre à ce flux de demandes qui était comme on disait tout à l'heure, des fois, peut-être 10% c'était des stickers. Donc 10% des appels pour demander des stickers, pour leur dire non, on ne peut pas vous envoyer de stickers là de suite, mais passez une commande pour en avoir. C'était une grosse perte de temps pour nos agents. Donc le fait de tout driver vers l'API et de mettre en place différents outils qui permettent aujourd'hui d'automatiser certaines demandes et d'alléger nos agents. Et ça permet d'avoir des agents qui sont aujourd'hui qui ont un peu plus de temps pour passer du temps. En fait, toute la demande récurrente, vous l'avez, on va dire, basculé vers le web avec des formulaires de contact, une base de connaissances, pour se focaliser un peu plus sur et mettre en avant l'expertise de l'agent. Et avoir des agents qui sont là, qui ont quelque chose à apporter à nos clients, qui sont là pour les conseiller, qui sont là pour finaliser une commande ou pour résoudre des vrais problèmes et pas juste là pour leur dire oui, votre commande va arriver demain. D'accord. Joy, on continue sur le point volume. Qui dit beaucoup d'avis dit aussi beaucoup d'interaction avec le service client. Comment vous avez abordé ce point? Alors nous, on l'aborde très, je dirais simplement, et on est en plein dedans en ce moment. En fait, on se rend compte que 40% de nos réclamations concernent un unique sujet qui est aujourd'hui une cliente nous contacte, donc soit par téléphone, soit par mail, soit par formulaire de contact, pour nous dire qu'elle n'a pas reçu sa box du mois en cours et que du coup, on lui propose de lui réexpédier. Et ça, du coup, ça prend beaucoup de charges et de bande passante chez nos agents de niveau 1. Et on peut mettre en place un automatisme pour que la cliente puisse, de manière complètement autonome, nous indiquer qu'elle a pas reçu sa box et demander une demande de réexpédition directement dans l'espacement compte sans qu'on ait d'interaction avec nos agents. Donc un de nos plus gros défis dans les prochaines semaines et le prochain mois, c'est vraiment d'automatiser cette partie-là pour qu'on puisse réduire considérablement le nombre de réclamations qu'on a, pour qu'elles soient plus, du coup, je dirais, sur des sujets un peu plus problématiques et que nos agents plutôt experts de niveau 2 et 3 aient plus de temps à passer à répondre à ces problématiques-là et à nous faire remonter éventuellement des problèmes qui sont aujourd'hui noyés sous un flot de réclamations qui demandent qu'à être automatisés. D'accord. On a beaucoup parlé d'automatisation, on a parlé d'innovation, on a parlé aussi d'outils, on a parlé de plateformes, on a parlé d'intégration, mais je pense qu'il y a un point qui est aussi essentiel, dont tous les trois vous avez parlé, c'est les agents. Donc, qui dit agent, dit humain, donc dit ressources humaines, dit problématique aussi, parce qu'on parle de plateau avec des gens qui sont là, en fait, qui répondent. C'est les premiers qui sont confrontés à ces deux demandes clients avant même d'interagir sur une plateforme. Comment aujourd'hui, je sais que vous avez deux problématiques différentes un peu sur la gestion de ces agents-là. Comment aujourd'hui vous, en tout cas toi en particulier, il y a aussi la problématique magasin. Comment vous faites en sorte à ce que l'agent reste aussi au cœur de la stratégie de Boardrider et apporter cette valeur ajoutée? Voilà, comme tu dis, le turnover c'est un point qui est très délicat. Chez nous, il y a une
bonne partie du service client et des vendeurs en magasin qui changent très fréquemment. Donc du coup, il fallait qu'on trouve une solution technique et des process à mettre en place pour justement rendre l'onboarding de plus en plus simple et de plus en plus rapide pour que justement, peu importe l'agent, il est capable de répondre au moins à une grosse partie des demandes assez rapidement. Donc une des choses qu'on a mis en place, c'est en fait on a développé une app custom au sein de Zendesk qui permet justement à nos agents en un clin d'œil de voir tout l'historique client, son statut de fidélité, ses points et tout ça en multimarque et en omnichannel. Du coup, ça permet justement à nos agents d'avoir une seule plateforme à prendre en main et pas devoir se balader entre 15 fenêtres pour aller chercher telle info. Et au moins au sein de Zendesk, en plus de ça, ils ne quittent jamais leur fenêtre. On a une doc qui est dédiée à eux et ça facilite les choses. Et de la même façon, on a mis en place le formulaire dont je parlais tout à l'heure en magasin qui permet à nos vendeurs d'avoir un seul point de référence pour avoir les réponses à leurs questions, contacter justement un support interne si besoin. Et voilà, on essaye au maximum de faciliter et de simplifier l'écosystème, on va dire. Donc si je résume un peu ce que tu nous disais depuis tout à l'heure, en fait, cette plateforme-là, en fait, le Zendesk qui est utilisé, que ça soit de l'onboarding, on va dire de l'agent qui vient de rejoindre la société, qui vient de rejoindre Boardrider, il a une vue unifiée, il a aussi un historique, parce que tu as évoqué, n'ayons pas peur des mots, de la problématique du turnover, je pense qui peut être très importante aussi pour les personnes dans la salle. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez la capacité d'onboarder assez rapidement les nouveaux agents et leur donner les outils pour au moins très rapidement répondre à un premier ou deuxième niveau de demande client. Voilà, mais en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est de se dire si on veut que nos clients aient un parcours seamless, il faut que nos agents et nos vendeurs aient des outils qui le sont aussi. Sinon, c'est impossible de leur demander justement de répondre à toutes les problématiques simplement et rapidement si on leur demande de se balader entre 10 plateformes et qu'ils ont des infos disparates un peu partout. Tout à fait. Joy, je pense que tu es un peu à l'opposé d'Alan, parce que vous n'avez pas cette déjà peut-être problématique magasin. Et de deux, peut-être que le turnover est un peu peut-être moins important chez Birchbox. Oui, mais l'agent reste au centre, parce que vous avez deux niveaux d'agents différents pour répondre aux demandes. Oui, je pense que ça s'explique par plusieurs choses. À la fois, nos clientes sont les plus belles ambassadrices de nos marques, mais je crois que les agents qui travaillent pour nous sont aussi passionnés du concept Birchbox et le vivent pleinement. Et du coup, j'ai la chance d'avoir un taux de rétention de nos agents service client qui est assez fort. Et du coup, j'ai pas une problématique de turnover. Alors, d'une part parce qu'on n'a pas cette problématique de vendeur en magasin, mais aussi parce que nos agents, quel que soit le niveau, sont avec nous depuis un certain nombre de mois, voire d'années pour certains, et du coup c'est fantastique. Il y a peut-être aussi un point par rapport au volume RH, c'est-à-dire que quand on parle de Boardrider, on parle de magasin, on parle aussi du service client, donc plus le volume va augmenter, plus on a ce risque de turnover et qui augmente aussi. Bien sûr, bien sûr. Nous on a une équipe de 15 agents qui sont avec nous depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années, et du coup donc voilà, on a réussi à les onboarder, à leur faire vraiment vivre le concept Birchbox et les inclure dans toutes les innovations qu'on met au cœur de notre ADN dans les prochains mois et dans nos nouveaux projets. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'ils restent parce qu'ils sont très attachés à ce produit. Et après, je vais rebondir sur ce que disait Alan. En fait, on a la chance, de la même manière que chez Boardriders, d'avoir une plateforme Zendesk où on va centraliser toutes les informations sur nos clientes, sur tous les canaux de communication qu'elle a pu avoir avec nous et sur tout son historique d'achat, qui fait qu'aujourd'hui notre agent a un seul outil qui est assez, user-friendly, qui leur permet de traiter rapidement et efficacement les réclamations sans avoir à être formé techniquement sur, comme disait Alan, plusieurs plateformes et du coup aller devoir chercher de l'information et du coup pas vouloir le faire et se dire bon ok ça m'énerve, c'est pas très bien fait chez Birchbox et du coup je vais aller voir ailleurs si c'est pas mieux fait. Je pense que on a de la chance d'avoir un outil qui est très complet et centralisé qui fait que la vie est aisée pour nos agents service client et qui du coup favorise je pense un taux de rétention et un onboarding qui est efficace. Merci. Je me tourne vers toi Alan. Avec l'évolution aujourd'hui de votre service client, vous avez intégré pas mal de canaux
vous avez une offre omnichannel en fait, pour vos agents et aussi pour vous, parce que ça vous permet aussi de remonter les KPI, de pouvoir les analyser et d'optimiser au quotidien. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment au cœur de Boardrider, de l'ADN de Boardrider, d'avoir ce côté attention client. Il y a un point qui m'a interpellé tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs niveaux d'agents. Donc une expertise, je présume que ils ne partent pas tous après quelques mois, il y en a qui restent quand même. Et comment aujourd'hui vous gérez cette connaissance de l'agent, parce que c'est un transfert des connaissances, je pense, qui est aussi très important, entre les nouveaux, les personnes qui sont là depuis un moment, et comment vous utilisez aussi cette expertise de l'agent pour justement améliorer l'expérience client. On a plusieurs façons justement d'onboarder et de faire monter en compétence nos nouveaux agents. Donc bien sûr au sein du service client, les plus expérimentés, les plus anciens font des sessions de formation, on va dire, même si ce n'est pas des formations, on va dire, officielles, mais voilà, ils se prennent des heures chaque semaine afin de leur expliquer les différents outils. Après on a des formations produits plus spécifiquement et aussi ce qu'on fait, c'est que nos agents, on essaie de les mettre en contact aussi et on force les deux parties, donc les équipes e-commerce, donc digital marketing aussi, à leur expliquer surtout tout ce qui est autour du CRM. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de questions de nos clients qui sont autour du programme de fidélité par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont 30 points au lieu de 50, ce genre de choses là. Donc il faut comprendre déjà les mécaniques de notre programme de fidélité. Donc c'est les équipes business qui passent du temps avec nos agents afin de leur expliquer justement toutes ces différentes problématiques et qui leur expliquent aussi potentiellement d'où peuvent venir les problèmes, etc. Donc on essaye de maximum forcer les gens à discuter entre eux et prendre du temps. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est de la co-création de contenu justement qui va nourrir, on va dire, votre base de connaissances interne pour justement pour que les nouveaux soient onboardés le plus rapidement possible et aussi pouvoir répondre et améliorer l'expérience client? Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Enfin, il n'y a que comme ça on peut espérer que les personnes évoluent vite au sein du service client et que notre service client garde un niveau qualitatif de réponse élevé ou du moins acceptable. On l'a vu tout à l'heure. Joy, peut-être rapidement, pour revenir sur ce point en quelques mots, je sais que vous avez aussi deux plateaux différents. Je te laisserai peut-être un peu plus développer sur les différents niveaux d'agents. Oui, donc on a un plateau en offshore qui traite nos tickets niveau 1 et notre agent de full-time à Paris qui accompagne du coup ces agents-là par leur niveau d'expertise, de maîtrise et qui du coup fait énormément de formation continue, reprend très régulièrement des process ou des outils qui n'ont pas été compris pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau de connaissance malgré la distance et de faire monter, je dirais, en compétences et en niveau de qualité notre service client. C'est là le principal enjeu, c'est d'avoir une équipe full-time à Paris qui doit être la plus communicative et faire passer le bon niveau d'information et être surtout le plus exigeant avec nos agents niveau 1. D'accord. Merci Joy. Ce qui me fait bondir vers notre dernier point qui était... on a parlé d'Omnichannel. Vous avez tous les deux de très beaux projets et je pense que vous n'allez pas vous arrêter là. Donc, si vous pouvez nous donner un peu ce vers quoi vous tendez d'ici la fin d'année, tout en sachant qu'on rentre dans une période assez chargée pour vous et plutôt les projets en 2020. On va essayer de pousser encore ce qu'on a débuté avec l'automatisation des requêtes. Comme on parlait tout à l'heure des stickers, on a aussi une volonté de mettre en place ce genre de formulaire pour la garantie de nos produits techniques, donc avoir un suivi, une historisation des demandes de nos clients et de les forcer en fait, à enregistrer leurs produits sur nos plateformes et du coup d'avoir toutes ces informations-là qui dans Zendesk, dans notre CRM, etc. Ensuite, dans les pipes, on vient de lancer il y a quelques semaines donc, on va dire un mix de bots et de Zendesk sur nos réseaux sociaux afin de justement répondre à certaines demandes et de driver et de qualifier des demandes qui arrivaient sur les réseaux sociaux un peu en
vrac, on va dire. Donc là, on a mis en place quelques outils qui vont nous permettre justement d'automatiser au maximum certaines demandes et de répondre même à nos clients de façon automatique. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout là dans les prochains mois. Merci beaucoup, Alan. Joy, fraîchement débarqué, mais beaucoup de projets. Ouais, bah, du coup, le premier gros projet, c'est donc l'automatisation et ma réelle volonté de diminuer, j'espère, d'au moins 40% mon flux de demandes entrantes par une réponse simple et qui peut être directement, je dirais, complétée par nos clientes pour pouvoir monter en qualité sur toutes les autres réclamations. Ça va bien évidemment passer par la diversification des canaux de communication aujourd'hui, donc pouvoir fonctionner plus en API, aller chercher effectivement à beaucoup plus orienter les réclamations entrantes qui arrivent par nos réseaux sociaux et qu'aujourd'hui on a un petit peu du mal à faire rediriger vers le bon canal, aller chercher l'expérience et innover pour aller voir ce que ça donne sur un chat, WhatsApp, Messenger, etc. C'est encore plus poussé notre stratégie de e-réputation. On parlait tout à l'heure des KPI, mais un des KPI importants qu'on suit aussi au service client et globalement chez Birchbox, c'est la e-réputation. La note qu'on a sur Trustpilot, c'est aussi un KPI qui est très important et on met en place des campagnes pour que cette e-réputation augmente au fur et à mesure du temps. Et après aussi, j'ai l'intime conviction que le service client doit être intégré à tout niveau de l'entreprise. Et j'aimerais bien, dans mes rêves les plus fous, faire en sorte que chaque personne puisse, au moins une fois par mois, consacrer quelques heures dans son quotidien pour répondre tout simplement aux demandes entrantes, pour aller encore plus loin que la diffusion de la voix du client qui nous est permis aujourd'hui par Did You Enjoy, mais que chacun puisse traiter des tickets, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Merci, on va clôturer avec Alexis rapidement. Voilà, donc très rapidement, en moins d'une minute. Dans la mesure aujourd'hui de l'expérience client, des feedbacks clients, tu parlais d'humain tout à l'heure, et en fait, on oublie une information clé qui est la mesure du niveau d'engagement des salariés. Je vous donne un exemple très rapide. Aujourd'hui, vous achetez en magasin, vous dites que vous n'êtes pas satisfait de l'accueil et des conseils apportés par le vendeur. Le plan d'action du retailer, ça va être, je vulgarise évidemment, voilà, sois sympa avec tes clients qui rentrent. Si aujourd'hui, vous voyez que ce vendeur, il n'est pas content des formations qu'il a reçues, il n'est pas content des outils qui sont déployés, et le plan d'action qui va être mis en place va être beaucoup plus pertinent. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper la baisse du niveau de satisfaction du client en prenant en compte le niveau d'engagement des salariés. Ça, c'est la tendance dans la collecte de feedback. Merci Alexis et merci à tous.